Donc, je me présente, je suis Myriam Laventure, je suis professeure à l'Université de Sherbrooke. Je suis aussi de profession psychoéducatrice. Donc, je m'intéresse depuis plusieurs années à la dépendance. Je m'intéresse plusieurs thèmes en lien avec la dépendance. Donc, comment la dépendance se développe, mais comment aussi on peut. Je m'intéresse beaucoup au travail que peut à ce que vivent et au travail que peuvent faire les membres de l'entourage d'une personne qui a une dépendance. Je m'intéresse à tout ce qui est préventif aussi en dépendance. Puis enfin, je m'intéresse beaucoup à la parentalité chez les personnes qui ont une dépendance. Voilà donc ça sur quoi je travaille dans mes recherches. Aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler de la dépendance, un peu qu'on regarde ensemble ce que c'est la dépendance, comment ça se développe, est-ce que tous sont affectés de la même façon, est-ce que tous sont à risque de la même façon, je devrais dire, et puis qu'est-ce qu'on peut faire avec quelqu'un qui a une dépendance, comment on devrait agir. C'est toujours un peu, difficile, de préparer, une conférence comme celle de ce midi parce que j'imagine que vous avez sans doute tous des niveaux un peu différents de connaissances au niveau, de la dépendance et de son développement. Ben, j'ai décidé de partir à la base. Alors, je m'excuse à l'avance si, pour certains d'entre vous, c'est quelque chose déjà de connu. Puis je vous invite à pas hésiter à poser des questions pour qu'on puisse, approfondir le sujet si c'est des choses que vous saviez et que vous voulez aller un petit peu plus loin. Voilà. Alors, comme on l'a mentionné tantôt, après j'ai divisé la présentation en 4 grandes parties. Et je vais, d'abord partir mon chronomètre pour ne pas dépasser le temps, voilà. Puis, je vais après chacune des parties, je vais m'arrêter si vous avez des questions, ça va me faire plaisir, heu, d'y répondre. Alors voici les 4 grandes parties que je vous propose aujourd'hui. Alors je vais vous faire une mise en contexte, pour comprendre un peu, pour comprendre un peu les drogues, incluant l'alcool, leur effet sur le système nerveux central, parce que je pense que c'est à la base de la compréhension de la dépendance. On va se poser ensuite la question ensemble si, nous sommes tous égaux face à la dépendance. Heu, on va aussi regarder comment on peut, repérer la dépendance chez un proche et comment on peut engager la conversation par rapport à la dépendance, avec une personne qui, soit qu'on doute qu'il y a une dépendance ou pour laquelle on s'inquiète, en fait. Voilà. Donc, allons-y avec la mise en contexte, si vous le voulez bien. Alors, je commence, pour moi, c'est toujours important de revenir à la base, puis je ne vous ferai pas un cours de biologie avancée, mais tout simplement vous dire que, faut savoir que les drogues, les psychotropes, incluant l'alcool, incluant les médicaments, leur grande force, c'est d'avoir un effet sur le système nerveux central de l'individu. Alors, ce qu'elles vont faire à partir du moment où on consomme, que ce soit de l'alcool, des drogues légales ou illégales, puis j'entre dans les psychotropes, hein, le café que vous prenez peut-être chaque matin, la cigarette que vous fumez peut-être à l'occasion, voilà, ce sont des psychotropes aussi, on pourrait y revenir tantôt, des psychotropes certes moins forts que certains autres, mais quand même des psychotropes. Donc, en fait, ce que ça va faire, les drogues dans le système nerveux central, ça va imiter vos drogues naturelles, celles que vous celles que vous formez, de façon naturelle, qui sont la dopamine, l'adrénaline, la sérotonine et l'endorphine. Hem et les drogues vont agir sur les synapses, donc entre les neurones, sur les synapses et ça va procurer à la personne qui consomme effectivement un effet. Chaque psychotrope n'a pas le même effet sur le système nerveux central. Pour cette raison-là, il y a des gens, vous allez voir, qui vont consommer davantage d'alcool parce que c'est la substance qui répond le plus aux besoins recherchés. D'autres vont consommer de la cocaïne, par exemple, parce que c'est ce qu'ils recherchent aussi. On va regarder tantôt, dans quelques minutes, les effets possibles sur le système nerveux central. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que bien que vous ayez toutes ces drogues-là de façon naturelle dans votre corps, quand quelqu'un consomme une substance et qui s'en va dans vos neurotransmetteurs, l'effet de ces substances-là sont beaucoup plus puissants et beaucoup plus durables que n'importe quelle drogue naturelle que vous pourrez créer. Alors, vous comprenez déjà à voir
on peut comprendre que cette force d'effet-là va faire en sorte que la personne peut vouloir revivre le sentiment qu'elle a vécu avec la consommation. Euh, Encore une fois, juste pour mettre la table, vous dire que ces différents psychotropes-là, quand ils influent le système nerveux central, ils vont agir sur plusieurs facteurs de votre système nerveux central. En fait, ils vont agir sur les fonctions cognitives, ils vont agir sur les attitudes, ils vont agir sur les comportements, ils vont agir sur la mémoire, les sensations, les perceptions, les humeurs et les émotions. Alors, c'est pas seulement, comment je dirais, c'est parfois, on va remarquer que quelqu'un, par exemple, est en état d'ébriété. Pourquoi? Parce qu'il va tituber, parce qu'il va déparler. On va penser que la personne a fumé du cannabis parce qu'elle rit nerveusement. Tout ça, c'est des effets que les psychotropes ont sur le système nerveux central. Et ça agit donc à plusieurs niveaux. Ça n'agit pas toujours au même endroit puis sur les mêmes fonctions du système nerveux central. Ça n'agit pas toujours à la même puissance. Puis pour chaque individu, ça peut agir de façon différente. Par contre, on sait que les psychotropes sont divisés en 3 grandes catégories. Il y a certains psychotropes qui vont agir comme dépresseurs sur votre système nerveux central. C'est-à-dire que ce qu'il va faire, c'est qu'il va ralentir votre fonctionnement. Je suis certaine que vous en connaissez. L'alcool est sans doute le plus consommé des dépresseurs. Donc, l'alcool est un dépresseur du système nerveux central. Et là, j'entends dire, ouais, mais pourtant, moi, Myriam, quand je consomme de l'alcool, je ris, j'ai du plaisir. Oui, à faible dose, l'alcool va avoir cet effet sur votre système nerveux central, mais à plus forte dose, l'alcool va évidemment réduire les contacts dans votre système nerveux central et les dépresseurs sont d'ailleurs parmi les psychotropes que nous, on va appeler les plus à risque parce qu'ils peuvent causer l'arrêt complet. Donc, par exemple, le coma éthylique et par même la mort. Dans les dépresseurs, vous aurez compris qu'on va rentrer tout ce qui est opiacés, héroïne, fentanyl. Donc, toutes ces drogues-là, c'est des dépresseurs. Puis, il y a des dépresseurs même qu'on va vous prescrire. Par exemple, vous avez eu une chirurgie, puis on veut réduire le sentiment de douleur. Bien, on va vous prescrire un dépresseur, un opiacé pour vous enlever la douleur. Donc, ça, ce sont des substances qui vont agir sur le système nerveux central en le ralentissant. On a ensuite toutes les substances qui, elles, à l'inverse, vont stimuler les fonctions psychiques d'un individu. Elles vont augmenter le niveau d'éveil, l'activité générale du cerveau. J'entre dans ces drogues-là. Alors, dans les plus faibles stimulants, le café. Si vous ne prenez pas votre café un matin, peut-être que vous allez vous sentir plus au ralenti. Bien oui, votre corps est habitué à votre café, du moins à la caféine, donc que ce soit dans le thé ou dans le café. La même chose avec la nicotine. Donc, ce sont des stimulants faibles, mais quand même des stimulants pour votre système nerveux central. Et dans les plus puissants du stimulant, bien, on va aller vers la cocaïne, par exemple, qui est un fort stimulant. Il faut savoir que les substances ne créent pas d'énergie dans votre système nerveux central. Et donc, même si votre café vous donne l'impression d'être plus réveillé, sachez qu'il brûle vos énergies. Vous avez comme une batterie d'énergie, puis il va juste brûler votre énergie plus rapidement. Donc, habituellement, qu'est-ce qui se passe? Pour retrouver le même sentiment d'énergie, qu'allez-vous faire? Vous allez reprendre un café pour retrouver ce sentiment, si vous voulez, de stimulation. Le dernier, c'est les perturbateurs. C'est des substances qui provoquent des altérations plus ou moins marquées du fonctionnement du système nerveux central, de la perception, de l'humeur, des processus cognitifs. Ce qu'on appelle les perturbateurs, c'est qu'ils peuvent à la fois avoir un effet dépresseur et stimulant. C'est jamais juste un effet dépresseur, c'est jamais juste un effet stimulant, c'est comme un mélange des deux. Le perturbateur le plus consommé au Canada est sans aucun doute le cannabis. Donc, c'est un des perturbateurs les plus connus, mais sinon, dans les perturbateurs, on devrait inclure aussi tout ce qui est hallucinogène, tout ce qui est... bon, il y en a plein là, de substances qui sont plus dans les perturbateurs. Je ne vais pas faire toute la nomenclature ici, mais donc, sachez que c'est souvent par ces perturbateurs-là qu'on va avoir des hallucinations, qu'on va ressentir des hallucinations. Donc,
3 effets complètement différents. Déjà, je vous dis, de ces 3 effets complètement différents-là, les gens vont en préférer. Donc, peut-être que les gens vont dire: «Ben moi, je préfère l'effet des dépresseurs et donc c'est l'alcool qui va être mon choix de consommation». Alors que d'autres personnes vont préférer les perturbateurs et qui vont consommer davantage de perturbateurs. Puis encore d'autres vont dire: «Ah, moi, je vais prendre, mettons, un stimulant, mais pour arriver à dormir, je vais prendre un dépresseur». Et donc, on va mixer. Je pense pas que les gens savent, je pense pas que les gens disent ça, un stimulant, un dépresseur, mais ils savent, par exemple, de dire: «Ben j'ai consommé de la cocaïne, donc si je vais être capable de me coucher tantôt, ben je vais prendre un peu d'alcool, puis l'effet va s'amoindrir, puis je vais être capable de dormir». Donc, les psychotropes ont des effets sur le système nerveux central. Je vous ai mis quand même un dernier qui est les médicaments psychoactifs. On va en parler rapidement parce qu'ils sont habituellement prescrits. Puis s'ils sont pris selon la prescription, ça convient. C'est à partir du moment où on les consomme pas de façon prescrite. C'est des substances donc qui sont principalement prescrites pour les troubles mentaux chez certaines personnes. Je vais passer rapidement comme je vous dis. Donc, ce que l'effet des dépresseurs, je vous l'ai dit un peu, va soulager des tensions, va créer de la détente, du calme, va apporter une perte d'inhibition, une sensation d'euphorie et de gaieté dans l'initial, puis à long terme ou en consommant davantage, un ralentissement moteur et locutoire. Donc, vous avez peut-être déjà été dans ce contexte-là où vous connaissez des gens qui l'ont été. Après avoir bu beaucoup d'alcool, on déparle, on a la bouche un peu plus pâteuse, un peu plus difficile à, donc, quelqu'un qui est en état d'ébriété, physiquement, c'est quand même assez facile à repérer. L'effet des stimulants, on va avoir une sensation d'euphorie, une poussée d'énergie qui va également souvent lever les inhibitions sociales avec une augmentation des besoins de contact physique et intellectuel avec autrui. On va avoir une impression de vivacité mentale, on va devenir très volubile et les sens vont être affectés. L'ouïe, la vue, le toucher sont particulièrement accentués par les stimulants. Vous comprendrez que toutes les substances qu'on peut, donc l'ecstasy, ces choses-là vont se classer dans les stimulants aussi. Et les perturbateurs vont avoir comme effet l'altération des perceptions. Donc, tantôt peut être stimulant, tantôt calmant. Les sens vont être touchés. Même on dit les couleurs peuvent être affectées et donc les fonctions cognitives vont être aussi touchées. Alors, comment se développe la dépendance? Bien, en fait, c'est le cerveau qui est modifié parce que la personne consomme. Alors, la consommation, la substance, va venir un peu perturber l'équilibre naturel et délicat de votre cerveau. Et ce que ça va faire, c'est qu'en consommant, vous allez provoquer un déséquilibre un peu dans l'équilibre naturel des drogues naturelles de votre corps par l'apport d'une drogue extérieure. Euh, Puis non seulement vous allez provoquer un déséquilibre, mais le corps de quelqu'un qui consomme, ce qu'il va faire, c'est que lui va recevoir le message que ah, il y a beaucoup de dépresseurs. Alors, moi, je vais me faire de l'endorphine, je vais faire de l'adrénaline, je vais faire en plus grande quantité la drogue naturelle qui contrebalance celle-là, parce que mon corps, lui, ce qu'il veut, c'est garder l'équilibre. Mais vous comprenez, puis pendant qu'on consomme, donc, ce que ça fait, le temps que je consomme, mes drogues naturelles sont mises au repos. Et une fois que les drogues extérieures arrivent, bien après ça, mon corps va tenter de les mettre en équivalence. Et ce que ça va faire souvent, bien, peut-être que vous avez déjà vécu avoir une gueule de bois le lendemain d'une soirée très bien arrosée. Bien, dites-vous, c'est simplement votre corps qui cherche un équilibre. Vous avez bu beaucoup d'alcool, vous lui avez donné beaucoup de dépresseurs. En échange, lui, ce qu'il va vous donner, c'est beaucoup d'adrénaline parce qu'il comprend qu'il veut équilibrer. Mais même quand vous ne buvez plus de dépresseurs, par exemple, votre corps va continuer à en fournir jusqu'à ce que vous soyez en équilibre. Donc, il y a quelque chose qui se passe sans même que vous le demandiez, là. C'est quelque chose qui est puis ça, c'est important de le connaître à la base parce qu'il y a une base biologique avec la consommation d'alcool et de drogue. Après, là, on va arriver aux bases puis aux facteurs de risque plus psychologiques, mais il y a quelque chose, qui se passe physiquement et il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres à ce déséquilibre-là provoqué par la substance
qui vont, comment je dirais, y trouver beaucoup plus de plaisir, de réconfort, qui vont y trouver une, ouais, c'est ça, une stratégie pour se sentir mieux. OK? Donc, ce qu'ils vont souhaiter, c'est répéter l'expérience pour ressentir encore une fois ce bien-être-là, bien que temporaire, un bien-être quand même ressenti. Donc, je vous l'ai dit, ça, c'est quand la personne va cesser de consommer, on va cesser, les drogues naturelles vont cesser et ce qui va arriver, c'est que les personnes vont ressentir un manque. Ce manque-là peut se traduire par de la fatigue, par de la douleur, par de la tristesse, par de l'excitation. Et vous comprendrez que pour ne pas vivre ces symptômes-là, ce que les gens vont faire, c'est de recommencer à consommer la substance. Il faut savoir aussi que le circuit qui est le plus affecté par la consommation de drogue et d'alcool dans votre système nerveux central, c'est celui qui est associé au plaisir. Et donc, les drogues incluant l'alcool s'y attaquent directement. Ce qui fait que les personnes vont sentir soit que la zone de plaisir va être un peu endormie par le dépresseur ou un peu surexcitée par les stimulants. Mais dans tous les cas, on va sentir un certain bien-être à consommer. OK? Puis là, peut-être que vous allez me dire, oui, mais Myriam, d'accord au début, mais les gens qui consomment de fois en fois puis qui continuent de consommer, même aux dépens de certaines conséquences, bien, dites-vous que ces gens-là, ce qu'ils recherchent, c'est ce sentiment-là de bien-être, même si le coût pour l'atteindre est souvent cher, et souvent physiquement, on peut, par conséquence sociale, physique, psychologique, on peut en payer le prix. Les gens vont tenter de retrouver le bien-être qu'ils ont vécu dans cette consommation-là. Et donc, bon, je vous l'ai dit, les personnes, c'est surstimulé, donc tout ce qu'ils vont avoir envie, c'est de revivre quand vous vivez un moment agréable ou que peut-être que vous ne vous sentez pas bien, puis que vous prenez quelque chose, puis vous n'avez plus de douleur, vous n'avez plus de fatigue, vous l'avez encore là, mais vous ne la ressentez plus. Bien, il y a certaines personnes qui se disent, bien, c'est peut-être une bonne idée de plus le sentir. Deux, il y a une théorie de l'impulsion. Il y a quelqu'un qui avait posé une question, Marie me l'avait soumis, puis je vous ai mis ça, deux petites diapos très rapides. Au niveau de la dépendance, il y a la théorie de l'impulsion, de la compulsion. D'abord, la phase impulsive dans la consommation, c'est que c'est une consommation qui est non planifiée, qui est exploratoire, et c'est une phase chez la personne, chez la phase impulsive, cette phase-là est dominée par le renforcement positif que va avoir la consommation dans la vie de la personne. OK? Donc, peut-être que la consommation va commencer par un sentiment de tension et ensuite de ça, la personne va chercher une action impulsive qui va le mener à la consommation comme stratégie d'adaptation. Et la consommation va apaiser les tensions, va emmener le plaisir, va renforcer positivement. La personne va vouloir répéter ce sentiment-là, il va falloir retrouver ce sentiment-là. Et donc, les comportements impulsifs de la consommation vont se répéter. Souvent, chez les personnes, on peut penser, ah, ben, ils consomment puis ils ne s'en rendent pas compte. Non, sachez que les gens souvent les gens qui consomment et qui ont une dépendance vivent souvent des sentiments de culpabilité. Le sentiment de culpabilité, tout ce qu'il fait chez ces individus-là, c'est d'augmenter la tension de l'étape précédente. Ben, si dans l'étape précédente, la consommation leur a permis de faire baisser la tension, vous comprendrez qu'ils pourraient vouloir reprendre cette stratégie-là pour encore une fois refaire baisser la tension. Et là, vous voyez le cercle vicieux dans lequel les gens peuvent s'inscrire. Il y a aussi la phase de compulsion. Alors ici, la consommation est beaucoup plus planifiée et c'est dominé par le renforcement négatif. Ici, ce qu'on veut, c'est éviter le déplaisir associé à la consommation ou plutôt à l'absence de consommation. Donc, on est en sevrage, on a arrêté de consommer, on recommence à sentir nos malaises physiques ou notre tristesse ou notre dépression et on se dit, ben, pour faire taire ces mots-là, ben, ce que je vais faire, je vais consommer et je vais arrêter la, la consommation. Encore une fois, vous le voyez, je vais arrêter les symptômes déplaisants. Encore une fois, vous le voyez très bien ici, on est dans un cercle vicieux.
Parce que plus on va consommer, plus il va y avoir de symptômes de sevrage, de conséquences négatives associées à la consommation, et plus la personne va vouloir éviter le déplaisir. Donc, la prise de substance dans la phase compulsive, elle est renforcée par tous les stimuli aversifs négatifs qui sont associés à la consommation. Alors, ensemble, l'impulsion et la compulsion chez quelqu'un face à la consommation va entraîner, si vous voulez, un cercle vicieux qu'on appelle, si on a le temps, je vous le présenterai, le cycle de la lassitude. Et les gens vont tourner dans ce cycle-là à recommencer leur consommation. Euh, La dernière chose que je voulais vous dire dans la mise en contexte, c'est qu'on reconnaît à peu près 4 motifs de consommation. Il y en a plusieurs, mais on les a regroupés en 4 motifs de consommation qui sont liés directement à la prise de substances. Alors, les gens vont vous dire, quand on leur demande pourquoi ils consomment, les gens vont vous dire certains pour des motifs sociaux, parce que la consommation leur permet d'entrer plus aisément en relation avec les autres. Il y a de l'appartenance aussi chez les consommateurs, donc ils se forment des réseaux d'appartenance, pas toujours avec des effets positifs, mais pour la personne qui peut-être qui était isolée, qui se retrouve dans un réseau, peut-être que c'est un effet positif de la consommation. Alors, certains vont consommer pour les effets sociaux qui y sont associés. D'autres vont consommer simplement pour les motifs de renforcement qui sont liés aux effets positifs que produit la consommation. Puis on pourrait penser que, tu sais, je pourrais vous dire, ah, l'alcool, la drogue, c'est mal, ça n'a que du négatif. Mais si ça avait que du négatif, on n'aurait pas des personnes dépendantes dans la vie. Donc, il y a des effets positifs associés à la consommation. Et donc, il y a des gens qui vont consommer définitivement pour ce renforcement-là que va produire la consommation. Certaines personnes vont choisir la consommation comme stratégie adaptative aux affects négatifs. Donc, les gens vivent des événements difficiles, des stress dans leur vie et vont choisir de consommer pour apaiser le stress associé aux événements négatifs qui sont vécus. Et la dernière, c'est des motifs de conformité. Donc, pour être sûr d'être accepté, on voit ça beaucoup chez les adolescents, cette raison-là. Les motifs de conformité sont, donc, on va consommer une substance par imitation pour ne pas être rejeté du groupe de pairs auquel on appartient. C'est à peu près les 4 grandes raisons pour lesquelles, puis là, on pourrait dire, bien, pour le plaisir. Bien, pour le plaisir, on va le mettre dans le motif de renforcement. Pour éviter, je ne sais pas, pour éviter la tristesse, dans nos motifs d'adaptation. Donc, vous pourriez en nommer plusieurs qu'on serait capable de classer dans ces 4 différents motifs-là. La dernière chose aussi que je vais vous présenter, puis je vais y aller rapidement parce que le temps file, mais il faut savoir qu'une même substance, dans un contexte différent et chez un individu différent, ne va pas provoquer le même effet. OK? Alors, peut-être vous-même, vous avez déjà fait l'expérience. Vous consommez, je vais y aller avec l'alcool, vous consommez de l'alcool dans un contexte XY. Dans un des contextes, vous allez avoir eu du plaisir. Dans l'autre contexte, vous allez être tombé plus dans un état un peu de tristesse. Bien, vous êtes le même individu avec la même quantité d'alcool. C'est le contexte cette fois-ci qui était différent. Vous pourriez être 2 individus différents, consommer dans le même contexte, par exemple social. Vous pourriez consommer une substance, prenons encore l'alcool si vous voulez, et vous n'aurez pas le même effet non plus, tout simplement parce que 2 individus différents vont avoir des effets fort différents. Pour certaines personnes, une toute petite quantité d'alcool va les placer directement en risque. Pour d'autres, ça ne sera pas le cas. Il y a des contextes qui sont plus dangereux que d'autres aussi. Et donc, voilà. Fait que ça, c'est à retenir parce que souvent, on essaie de prédire qu'est-ce que tu as consommé, pourquoi ça fait cet effet-là sur toi. Quand vous posez cette question-là, questionnez toujours quelle est la substance ou les substances, quelles sont les caractéristiques de l'individu qui a consommé, est-ce qu'ils ont une bonne tolérance à la substance ou non? Pas du tout. Dans quel contexte ils l'ont fait? Puis là, vous allez avoir différents effets possibles de ce mélange-là. Et il y a des personnes pour qui les premières consommations ont eu des effets très, très positifs. Et c'est ce qu'ils tentent de reproduire à travers la consommation, mais avec différentes substances. Ils peuvent changer de substance pour aller de substances de plus en plus fortes.
Dans des contextes, puis là, ils vont être dans des contextes fort différents, mais ils vont essayer de reproduire un même contexte qui ne fonctionnera pas toujours ou parfois qui va fonctionner aussi. Donc, je m'arrête là pour la loi de l'effet. J'avais cette petit arrêt-là dans la mise en contexte s'il y avait des questions particulières en lien avec, si vous voulez, un peu l'effet sur le système nerveux, la base un peu, je vais dire, biologique du développement d'une dépendance. En fait, on va parler, quand on parle de l'addiction aux écrans, de l'addiction au travail, on va parler d'addiction sans substance. Et donc, ce qu'on va savoir, ce qu'on va se rendre compte, en fait, c'est que souvent, puis là, il faut aller voir parce qu'ils agissent pas, comme ce n'est pas une substance qui est consommée sur le système nerveux central, on n'a pas le même effet biologique directement relié. Mais on sait très bien que les gens qui, par exemple, ont d'addiction au sexe, au travail, aux écrans, habituellement, ce que ça va faire, c'est que c'est une satisfaction. Ça va faire la même chose, mais pas de façon, comment je vous dirais, pas de façon biologiquement démontrée, mais les gens qui vont développer une addiction, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont trouver à travers, par exemple, la compulsion dans le travail ou la compulsion dans les écrans, soit aller dans les raisons de consommer, puis vous allez avoir les mêmes raisons, là. Donc, ils vont trouver là une réponse, une façon de s'évader, une façon de se valoriser, une façon d'appartenir à un groupe. Et ça va être si fort qu'ils vont répéter, puis ils vont en faire toujours de plus en plus en plus. Puis pour les écrans, c'est particulier parce que vous comprendrez que les gens qui font les programmes, qui font les applications, ont très bien compris la stimulation du système nerveux central, hein? Et donc, ils s'arrangent pour qu'on devienne un peu comme accro au programme, accro au jeu. Ils vont faire gagner, je pense par exemple à un jeu comme, bon, là, ça va trahir mon âge, mais Candy Crush, puis là, ben, ils vont gagner des prix, ils peuvent acheter des prix. Ben, c'est tout le sentiment, c'est toute l'adrénaline qui est portée par le jeu. La personne va vouloir reproduire ce sentiment-là et va répéter tout simplement l'utilisation d'écran et de jeux. Donc, ce n'est pas exactement la même chose que les substances quand on va parler de. Mais les addictions sans substance le sont aussi parce que les gens vont développer une dépendance au sentiment que leur procure l'objet de leur addiction, en fait, là. Alors, je ne sais pas, Muriel, parfait, ça répond à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a d'autres questions qui sont arrivées sur le clavardage. Alors, est-ce que, pardon, la dépendance a-t-elle un caractère héréditaire? Oui, bien ça, c'est une grosse question. On aurait pu passer 1 heure que sur cette question-là. En fait, il y a plusieurs écoles de pensée en lien avec l'hérédité de la consommation. Certains vont dire qu'effectivement, puis on l'observe hein, dans des systèmes familiales, que la consommation va se répéter d'une génération à l'autre. Si vous êtes d'une approche plus biologique, certains vont dire qu'effectivement, il y a des gènes qui peuvent se transmettre au niveau d'une sensibilité aux effets des substances. Si vous êtes d'une approche plus psychosociale, les gens vont dire que c'est un comportement qui a été appris et qui se répète, donc une stratégie adaptative qui a été apprise, par exemple, et par un enfant qui a vu son parent utiliser la substance comme stratégie, puis qui a vu que ça fonctionnait chez le parent, et donc qui vont répéter, si vous voulez, ce comportement-là. Donc, il y a différentes écoles de pensée en lien avec ça. Puis là, dépendamment où vous vous positionnez, c'est pas les deux ont fait l'objet de recherches, les deux ont fait des démonstrations. Donc voilà, je vous dirais au niveau de l'hérédité, mais c'est une grande question au niveau héréditaire, la consommation. J'ai une autre question, Myriam. Est-ce plus facile de se défaire d'une addiction aux écrans ou au shopping que d'une addiction aux drogues? Ou est-ce que c'est similaire? Ben moi, je pense que toute addiction est difficile à se défaire. Puis plus la substance ou le produit est accessible, plus c'est difficile.
Donc, si vous avez, par exemple, les écrans aujourd'hui, pensez à quelqu'un là, qui a une addiction aux écrans puis qui doit ne plus du tout utiliser d'écran, mais que pour son travail, passe ses journées devant un ordinateur. Vous comprendrez comment ça peut être difficile de pas glisser puis d'aller sur des jeux ou de pas, bon. Donc, plus une substance est commune, est accessible, plus ça va être difficile de se libérer de l'addiction. Mais il y a, pour moi, il y a beaucoup de facteurs, on va y aller tantôt aussi, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Pourquoi certaines personnes réussissent à cesser de consommer alors que d'autres n'y arrivent pas? Ce n'est pas une question de volonté, c'est pas une question, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte avec le fait de s'arrêter ou non. Mais donc, voilà. Mais une addiction, pour moi, c'est une addiction. Quelqu'un qui a un problème, que ça soit avec une substance ou que ça soit avec une non-substance, que ce soit avec quelque chose qui n'est pas d'une substance ingérée, ça peut être tout aussi difficile de s'arrêter sans aucun doute. Merci. Je ne vois pas d'autres questions. Je pense on peut continuer. Parfait. Alors, ben, je trouve que ça nous emmène bien vers l'autre partie qui est « Sommes-nous tous égaux face à la dépendance? » Alors, je vous réponds rapidement, non, malheureusement. Il y a 2 courants de pensée. Donc, puis vous avez posé la question tantôt. Donc, le premier, c'est la partie plus psychopathologique, donc qui dit que c'est des caractéristiques de l'individu qui vont inclure des facteurs biologiques et héréditaires qui vont les rendre plus sensibles, plus à risque, si vous voulez, de développer une dépendance. Et il y a une autre approche, celle que je vous nommais tantôt, qui est au niveau de l'apprentissage social, donc qui est l'influence plutôt des facteurs à risque, des facteurs de risque du milieu, donc la famille, l'école, les amis, les normes sociales, les médias, etc. Ce n'est pas deux courants qui s'opposent, c'est 2 courants qu'on peut considérer complémentaires dans la compréhension du développement de la dépendance. Il y a certains facteurs qui vont prédisposer. Alors, il y a des facteurs de risque, des facteurs de protection dans la vie de tout le monde. Alors, il y a certains facteurs qui vont prédisposer, les facteurs de risque, le développement d'une dépendance, alors qu'il y a des facteurs de protection qui vont limiter la dépendance. Il y a des facteurs qui vont aggraver la dépendance, alors qu'il y a des facteurs qui vont diminuer cette dépendance-là. Il y a des facteurs qui vont maintenir la dépendance et il y a des facteurs qui vont neutraliser la dépendance. Ce que ça veut dire, c'est que dépendamment où j'en suis dans ma trajectoire de consommation, bien, différents facteurs peuvent entrer en ligne de compte et ce ne sont pas toujours les mêmes. Je vous ai mis dans la présentation, j'en ai énuméré quelques-uns, là, ceux qu'on connaît le plus, mais puis je vous les donne en exemple. Mais par exemple, au niveau des facteurs de risque personnels, être un garçon nous place davantage à risque de développer une dépendance, avoir eu des complications périnatales, avoir un tempérament difficile, avoir une faible estime de soi, avoir de faibles rendements scolaires, avoir un faible QI, être décrocheur scolaire, être plus susceptible à l'influence des pairs, avoir une perception normative de la consommation, s'être initié précocement aux substances. Puis ici, je m'arrête pour vous dire que précocement, c'est avant l'âge de 12 ans pour l'alcool et avant 14 ans pour les drogues. Les conduites antisociales, la criminalité. On sait aussi que les jeunes qui développent des conduites antisociales ou qui ont un tempérament difficile, troubles de comportement, opposition avant l'âge de 7 ans, sont très à risque de s'initier plus précocement, de développer une consommation à l'adolescence. Mais quand je vous dis ça, je vous dis qu'ils sont plus à risque. Mais attention, là, tous ne vont pas développer une consommation problématique. Là. Ils sont plus à risque. Alors, on sait aussi que les gens qui présentent des problèmes de santé mentale, la dépression, l'anxiété, le stress post-traumatique sont beaucoup plus à risque de développer une dépendance. Les gens qui sont impulsifs, qui ont un faible contrôle, les gens qui vivent des distorsions cognitives, les gens qui aiment les sensations fortes et aussi les gens qui ont de faibles habiletés sociales. Ça en fait beaucoup, hein? Au niveau social et environnemental, on a la pauvreté. Ça ne veut pas dire que les gens riches ne développent pas de consommation problématique, mais la pauvreté est un facteur de risque. Les normes culturelles, le fait d'avoir accès ou non à la substance,
être en contact avec des réseaux sociaux de consommateurs ou des pairs déviants, la tolérance de la consommation dans notre environnement, la valorisation de la consommation, vivre dans une communauté plus défavorisée, vivre dans un voisinage criminel, vivre de l'instabilité et vivre du rejet social. Au niveau familial, quelqu'un qui aurait manqué de sensibilité maternelle, quelqu'un qui aurait eu des parents eux-mêmes consommateurs, qui ont des consommateurs dans la famille élargie, dont la famille est tolérante à la consommation, dont la famille présente des conflits, de la violence dans la famille, dont les parents ne supervisent pas correctement, manque de communication et dont la discipline est constante. Tous ces facteurs de risque-là, ça place les gens plus à risque. Là, peut-être vous vous faites un portrait, que vous connaissez des gens, vous voyez des gens autour de vous, des gens que vous savez qui ont une consommation problématique, puis que vous les placez dans ces facteurs de risque-là. Je veux vous dire qu'il y a aussi des facteurs de protection, mais évidemment, dans la littérature, c'est pas l'inverse. Hein? C'est pas l'absence d'un facteur de risque n'est pas un facteur de protection. C'est super important. Donc, la littérature est beaucoup moins avancée sur les facteurs de protection. Mais on sait que les gens qui ont un meilleur autocontrôle, qui ont de bonnes compétences de résolution de problèmes, qui savent s'affirmer positivement, qui ont des attitudes défavorables face à la consommation, qui viennent de milieux familiaux où il y a une bonne cohésion, qui sont affiliés à des pairs prosociaux. Il y a des facteurs environnementaux, le prix, la vente, les lois par rapport aux drogues aussi sont des facteurs de protection. Chez les adolescents, si ça vous intéresse aussi, des fois, quand les parents vont consommer, bien, le fait d'avoir un adulte prosocial qui ne consomme pas, important dans notre vie, peut être un facteur de protection important. Alors, comment trouver l'équilibre? Hein? C'est ce que j'ai essayé de faire avec mes petites pierres. Comment trouver l'équilibre par rapport... Pourquoi certaines personnes vont développer une dépendance alors que d'autres non? Bien, ça va s'expliquer par le cumul ou non de facteurs de risque chez ces individus-là. Attention, par contre, je vous dis, être plus à risque n'entraîne pas nécessairement le développement d'une dépendance. Par exemple, il y a des gens qui vont cumuler très peu de facteurs de risque, puis, par exemple, suite à une situation traumatique, un divorce, une maladie, vont développer une dépendance. Peut-être aussi, vous avez en tête des gens qui cumulent plusieurs facteurs de risque et qui n'ont pas développé de dépendance. Ça peut s'expliquer sans doute par la présence de facteurs de protection chez ces gens-là, ou ça peut s'expliquer aussi par les capacités adaptatives des personnes en question. On va parler ici de résilience, sans doute un mot que vous avez déjà entendu. Alors, moi, j'aurais voulu aujourd'hui vous dire, écoutez, si quelqu'un commence à consommer à tel âge, qui commence par de l'alcool, ensuite de ça, qui consomme du cannabis, bien, à l'âge adulte, vous allez avoir une personne dépendante. C'est impossible à dire. Il y a autant de trajectoires développementales de consommation, de dépendance qu'il y a de consommateurs. Les facteurs de risque qu'on a nommés qui sont là, bien, c'est des pistes de réflexion, puis de dire, bien, c'est ce qu'on a observé chez les gens qui ont développé une dépendance. On a dit, bien, on remarque que ces facteurs-là sont plus souvent présents chez les gens qui ont développé une dépendance comparé aux gens qui n'ont pas développé cette dépendance-là. Mais vous pourriez, encore une fois, avoir des gens qui ont énormément de facteurs de risque et qui ne développeront jamais de dépendance. Et vous pourriez avoir des gens qui ont très peu de facteurs de risque et vous allez voir développer une dépendance. Puis là, vous allez dire comment ça se fait. Myriam, elle avait dit qu'il fallait qu'il y ait des facteurs de risque. Bien, c'est encore une fois, il y a une partie de l'individu, comment je dirais, il y a une partie qui appartient à l'individu qui est encore difficile à expliquer, à prédire. Si vous voulez, je vais le dire comme ça, par les recherches. Voilà. Donc, ça répondait à la question que j'avais sur est-ce que tout le monde est autant à risque de développer une dépendance? Je ne sais pas s'il y a des questions pour ce bloc-là. Pourquoi on peut réussir à arrêter une addiction et tomber dans une autre? Oui. Bien, parce que c'est, en fait, puis souvent, on va le constater, en fait, c'est que même si on cesse une addiction, on n'efface pas tous nos facteurs de risque, on n'efface pas, par exemple, si on a eu des difficultés dans la vie, bien, on n'efface pas ces difficultés-là. Si je n'ai pas développé d'autres stratégies adaptatives que l'addiction ou la dépendance à une substance ou à autre chose qu'une substance, bien, je risque
assez probablement, je risque de vouloir faire taire cette souffrance-là, par exemple, et faire taire cette souffrance-là, oui, et je vais simplement déplacer ma dépendance vers une autre dépendance. Puis, il y a des dépendances qui sont socialement plus acceptables que d'autres, bien qu'elles ne soient pas moins dommageables pour les individus. Donc, c'est sûr que la consommation d'alcool, de drogue, c'est quelque chose qu'au niveau des dépendances, est assez mal vu. Alors que, par exemple, si on va parler de dépendance au travail, on va dire, ben, il est travaillant, il travaille fort, puis, mais ça ne veut pas dire que c'est sans conséquences pareilles. Mais donc, pourquoi les personnes vont, je vous dirais, transférer une dépendance à une autre? Parce qu'ils gardent leur fragilité, en fait, ces gens-là. Les fragilités qui l'ont emmené vers la dépendance première. Merci beaucoup. Il est On va cont- 12h46, donc je te laisse continuer, oui. D'accord. Alors, je vais passer rapidement ici. Comment on peut. Je vais aller assez rapidement pour avoir le temps de passer la dernière section. Mais il faut savoir là, que, puis j'ai essayé de trouver les dernières, là, il y a quand même une large partie de la population canadienne qui consomme de l'alcool, qui consomme du cannabis. Et en entrée de jeu, là, Maryse le disait, c'est plus ou moins 10% des gens qui vont développer une dépendance à l'alcool ou aux drogues. Donc, parmi ceux qui ont déjà consommé, il faut le dire. Donc, c'est quand même pas tout le monde qui consomme qui vont développer une dépendance. Il y a des gens pour qui la dépendance va être sur plusieurs années, alors que pour d'autres, ils vont réussir à sortir de cette difficulté-là, puis après ça, vont fonctionner sans consommation ou avec une consommation moindre. Alors, la consommation, puis juste peut-être, je vais aller rapidement, mais pour vous dire, parce qu'il y a un usage qui peut être récréatif dans la consommation, puis il y a un usage après ça qui est problématique, qu'on va appeler la dépendance ou l'addiction. Et comment on fait pour la caractériser, cette dépendance-là? Bien, elle devient problématique, la consommation, à partir du moment où elle entraîne des dommages, soit physiques, affectifs, psychologiques, sociaux, chez le consommateur et chez les membres de son entourage. Donc, on peut dire, là, il y a des normes là, qui disent pas plus que tant, par exemple, de consommation par semaine, pas plus que. Mais c'est difficile à un moment donné de mettre comment je dirais, un palier. Par exemple, il y a des gens qui vont consommer tous les soirs pour s'endormir du cannabis, mais ces gens-là ont un travail, font ce qu'il y a à faire dans la journée, réagissent. Alors, si on regardait leur consommation, ils ont une consommation quotidienne de cannabis, mais ça n'affecte en rien leur fonctionnement, bien, à ce moment-là, on dirait que ce n'est pas une consommation problématique, ce n'est pas une dépendance. On va parler à ce moment-là d'une consommation plus récréative. La dépendance, donc, va s'installer quand on ne peut plus se passer de consommer une ou plusieurs substances. Sinon, on va éprouver certaines souffrances. Et il y a deux niveaux de dépendance qui est super important. Il y a ce qu'on appelle la dépendance psychologique et il y a la dépendance physique. Ce ne sont pas toutes les substances qui vont provoquer une dépendance physique. Toutes les substances provoquent une dépendance psychologique, mais toutes les substances ne provoquent pas une dépendance physique. Donc, ceux qui provoquent le plus de dépendance physique dans les substances, c'est les dépresseurs en premier lieu, là. Donc, les dépresseurs, eux, vont donner à la fois une dépendance physique et psychologique. Et donc, la dépendance psychologique, c'est d'être obsédé, c'est d'avoir envie de consommer, c'est de vouloir consommer. Et la dépendance physique, tu sais, peut-être que vous avez déjà parlé à des gens qui vous disent, moi, quand j'arrête de consommer, je tremble, j'ai mal au cœur, j'ai le goût de vomir, etc., etc. Bien, ça, c'est des signes d'une dépendance physique qui s'est installée. Mais habituellement, on va passer par une dépendance psychologique, puis on va arriver ensuite à la dépendance physique à la substance. Je veux aussi faire une différence entre la surconsommation, qui est une fréquence de consommation. On va parler ici, quand on va parler de surconsommation, on va parler de consommer plus de 3 jours par semaine, mais on n'a pas de référence, si vous voulez, à la quantité. Pour avoir référence à la quantité, on va plutôt parler d'abus, donc qui est un mode de consommation excessif. C'est donc, je pourrais consommer juste une fois par semaine, mais je vais le faire d'une façon abusive quand je consomme, c'est des grandes quantités de consommation.
Et il y a aussi dans la consommation plus problématique, on va parler du binge drinking qui est très populaire chez nos jeunes adultes, 15-25 ans. Ce groupe-là, c'est très, très populaire. C'est un mode de consommation excessif. Donc, c'est de la consommation abusive, mais qui se fait sur une très, très courte période de temps et par épisode ponctuel ou répété. Donc, quand on regarde la consommation aussi puis qu'on veut qualifier la consommation problématique, on s'est dit, bien, il y a une fréquence, il y a une quantité, mais il faut aussi qu'il y ait des conséquences à la consommation pour qu'elle soit considérée comme problématique. Les gens vont ensuite, quand c'est une consommation qui est problématique, souvent les gens vont développer une tolérance à la consommation. C'est pour ça que vous allez voir les gens augmenter soit leur quantité de consommation, parce qu'ils veulent avoir le même effet recherché, mais par exemple, ils boivent de l'alcool, mais avant, peut-être que la demi-bouteille de vin suffisait, mais là, à un moment donné, ils sont passés à la bouteille complète. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé une tolérance physique d'endurance, on va dire comme ça, à l'alcool. Alors, ce qu'on va voir, c'est on va voir les gens augmenter leur quantité ou on va changer de substance. Dans une même famille, par exemple, mais on va changer de substance pour avoir le même effet. C'est à la tolérance qu'on a faussement associé. Tu sais, on dit, ah, tu commences par un joint puis tu finis par la seringue dans le bras. C'est au concept de tolérance qu'on a associé cette fausse croyance-là. Il ne faut pas penser que tous ceux qui un jour consomment vont développer un problème de consommation. Mais tout le monde peut développer de la tolérance. Pour développer une tolérance, vous aurez deviné qu'il faut qu'il y ait répétition de consommation. Je passe rapidement sur le sevrage. Le sevrage, ça arrive chez des gens qui ont une certaine dépendance psychologique ou physique et qui s'arrêtent de consommer. Pour nettoyer le corps, je vais dire comme ça, de substances, il faut compter à peu près une dizaine de jours. Il y a des gens pour qui le sevrage peut être synonyme de grandes difficultés physiques. Et donc, quand on arrête de consommer, quand les gens arrêtent de consommer, il ne faut pas le prendre à la légère. Il y a des gens qui peuvent faire des délirium tremens. Il y a des gens qui peuvent même être très malades d'arrêter de consommer. Donc, parfois, le sevrage doit se faire, pas parfois, souvent sous supervision médicale. Je vais passer sur le cycle de suicide. Je vous en ai parlé tantôt, puis je vais vous partager le PowerPoint, fait que vous pourrez le regarder, mais ça explique bien pourquoi certaines personnes développent une dépendance. Puis là, comme le temps file, je vous propose d'aller à l'autre section immédiatement, puis on aura le temps pour des questions finales. Vous aviez la question tantôt, comment on peut aider quelqu'un qui arrête? Comment engager la conversation? Bien, pour aider quelqu'un qui consomme, il faut d'abord comprendre puis respecter le rythme de la personne qui consomme. Même si moi, je veux que la personne cesse de consommer parce que je trouve que ça y apporte beaucoup de problèmes dans sa vie et que ça m'apporte beaucoup de problèmes dans ma vie, si la personne n'est pas prête à arrêter de consommer, vous aurez beau avoir les meilleurs arguments du monde, vous aurez beau avoir le plus d'amour à donner, ça ne fonctionnera pas pour aider la personne à arrêter de consommer. Le degré de reconnaissance de la personne, oui, j'ai un petit erreur, je viens de voir dans mon PowerPoint, le degré de reconnaissance par la personne doit être considéré pour engager la conversation avec elle. Est-ce que la personne qui est devant vous reconnaît qu'elle a un problème ou non de consommation? Déjà, si elle reconnaît qu'il y a un problème de consommation, bien, vous allez pouvoir aller plus rapidement dans le vif du sujet. Si la personne dit, ben non, moi, je n'ai pas de problème, c'est toutes les autres autour de moi qui trouvent que j'ai un problème, mais moi, je ne vois pas que j'en ai, bien, c'est sûr que je vais vous suggérer de partir un petit peu plus tranquillement pour aborder la consommation. Alors, on vous suggère, bien, puis ça, je suis sûre que vous le savez, mais on va le répéter, accueillir la personne dans ce qu'elle est. Puis ça se peut que les personnes qui consomment vous parlent des bienfaits de leur consommation, puis des points positifs associés à leur consommation. Il faut accepter d'entendre ce point de vue-là aussi des individus, parce que comme je vous le disais, la consommation, ce n'est pas juste un aspect négatif. Si c'était juste négatif, les gens cesseraient de consommer. Mais il faut accepter, quand on veut aider quelqu'un qui consomme, d'accueillir aussi les raisons positives pourquoi il consomme, même si des fois, ça vient un peu heurter nos propres valeurs. On va essayer d'identifier les besoins personnels de la personne. Peut-être que les besoins de la personne, ce n'est pas d'arrêter leur consommation pour le moment, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres besoins. Donc, je vais l'entendre. Identifier ce qu'elle aimerait qu'il change.
On ne va pas exclure la consommation, mais on ne va pas se limiter seulement à la consommation non plus, parce qu'oubliez pas, derrière la consommation, parfois, il y a des besoins, il y a des souffrances, il y a des choses qui ne sont pas entendues. Puis peut-être que si on travaille sur ces choses-là, on va avoir un effet indirect sur la consommation. On peut aider la personne à l'aider à comprendre sa dépendance aussi, essayer de mettre, tu sais, tantôt ce qu'on voyait, est-ce que ça se peut que ce soit tel événement ou est-ce que ça se peut que tu sois dans un cercle vicieux? Donc, c'est des choses qu'on peut discuter avec elle. Il y a différents niveaux de motivation et donc de reconnaissance, je vous dirais, de la consommation. On va s'arrêter sur les 3 premiers ensemble aujourd'hui. Au premier stade qu'on appelle la précontemplation, la personne ne reconnaît pas qu'il y a de problème. Alors, je vous dirais que ça serait assez étonnant à ce stade-là, si vous essayez de parler de consommation avec quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il y a un problème de consommation, ça serait assez étonnant que la personne vous dise qu'elle souhaite changer des choses ou arrêter de consommer. Et là, les membres de l'entourage qui essaient d'aider cette personne-là risquent plus de rentrer dans la confrontation ou de brûler leur propre énergie pour aider cette personne-là. À cette étape, ce qu'on vous suggère de faire, c'est de mentionner vos inquiétudes. Outre la consommation, demandez à la personne, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais changer dans ta vie? Pour éviter que la personne se referme sur elle-même, vaut peut-être mieux commencer par des changements dans d'autres sphères de vie que la consommation elle-même. À l'autre stade, si on approche un peu, la personne, elle va reconnaître que la consommation peut être problématique, mais pas sûr qu'elle veut changer des choses. On va appeler ça la contemplation. À ce stade, on va vous suggérer de respecter le rythme de la personne, puis de respecter son ambivalence, parce que ça se peut qu'il y ait des jours qu'elle dise « je veux tout arrêter, c'est trop de difficultés, c'est trop de problèmes », et il y a d'autres jours où elle ne voudra pas arrêter, puis elle va vouloir continuer à consommer. Alors, on va aider à ce stade-ci, à ce stade-là de contemplation, la personne à peser les pour et les contre en la laissant exprimer ses pour et ses contre à elle. Ce n'est pas ce que moi je pense comme personne qui veut l'aider, mais elle comme personne qui consomme. Donc, il est important de l'écouter. Évitez de vous concentrer, d'insister uniquement sur les aspects négatifs de la consommation parce qu'il y a des aspects positifs. Donc, il faut entendre les deux côtés de la médaille, en fait. Et vous pouvez aussi tenter avec la personne de trouver des aspects positifs qui pourraient découler d'une diminution ou d'un arrêt de la consommation. Donc, emmener la personne à réfléchir à OK, tu consommes, ça t'apporte tel bienfait ou telle conséquence négative. Arrêter ou diminuer, ça apporterait quel bienfait ou quel impact plus négatif pour toi. Et ensuite, vous avez les personnes qui vous disent OK, je suis prête à arrêter de consommer, je suis prête à diminuer ma consommation. À ce stade-là, je vous suggère d'y aller par petits pas. On ne va pas planifier tous les changements en même temps. Donc, vous pouvez lui proposer de l'accompagner dans les démarches qu'elle veut entreprendre. Ici, je vous encouragerais à encourager la personne à dire qu'elle veut arrêter de consommer. Des fois, les personnes, ils vont dire non, je ne le dirai pas comme ça. Si je ne le fais pas, je ne me serai pas engagée face à la personne. Moi, je vous dis oui, il faut de l'engagement. Oui, il faut le nommer qu'on veut arrêter de consommer. Donc, encouragez-le à le nommer qu'elle veut arrêter. Puis, à cette étape-là, la dernière chose, le petit point que je devrais peut-être ajouter ici, c'est on ne fait pas les choses à la place de l'autre. Il faut que la personne qui veut arrêter de consommer fasse les choses par elle-même. Ça va juste démontrer sa motivation à faire les choses. Donc, vous devez être là comme un accompagnateur, mais pas tout faire à la place de la personne. La personne qui vous dit hey, « moi, je vais arrêter de consommer. Hey, oui, je t'ai trouvé 4 numéros de téléphone, des places où tu peux appeler. » C'est pas de rendre service de faire ce genre de choses-là avec la personne qui consomme. Enfin, je vous arrête avec 4 clés de communication que vous connaissez sans doute, mais donc, pour éviter de tomber dans les pièges d'une communication plus infertile avec quelqu'un qui consomme, on vous dit ne poussez pas. Le fait de trop pousser sur quelqu'un qui consomme puis dire tu devrais arrêter, vous risquez d'avoir l'effet inverse et de perdre la relation. Parlez au jeu tout le temps de vos inquiétudes à vous, évidemment, ça reste toujours. Soyez un messager qui est positif. Utilisez des phrases qui sont positives avec la personne plutôt que de tomber dans les reproches et les phrases négatives. Soyez vrai avec la personne.
Ne l'ignorez pas, mais en même temps, essayez pas de couvrir ses méfaits. Il faut être honnête, il faut être franc avec la personne. Ensuite de ça, évitez que le train déraille. Gardez votre calme avec les personnes parce que vous pourrez le perdre. Montrez-lui que vous comprenez ce qu'il dit, mais aussi ce qu'il ressent. Et, très important, choisissez le bon moment. Une personne qui est sous effet, ce n'est jamais le bon moment pour parler de consommation avec, parce qu'elle pourrait prendre tous les engagements voulus sous effet d'une substance, puis le lendemain matin, ça va avoir changé. Donc, armez-vous de patience, en fait, puis choisissez le bon moment pour parler consommation. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup, Myriam. Il y a quelques personnes qui ont dû quitter, mais si vous voulez poser vos questions directement à Myriam, vous êtes les bienvenus. Ou si vous voulez écrire une question dans le clavardage, on peut la poser aussi pour vous. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question. Un adolescent qui aurait été sous traitement dans son adolescence pour antidépresseurs un temps donné, qui s'arrête, serait-il plus enclin après à basculer sur des substances pour avoir le même effet d'apaiser son anxiété? Ben, bon, il y a des gens qui vont utiliser les substances comme de l'automédication, puis dépendamment, il n'y a pas, puis c'est vrai, les gens posent parfois la question aussi avec les psychostimulants pour le TDAH. Est-ce qu'un enfant qui prend un psychostimulant pour le TDAH est plus à risque après pour... c'est pas des choses qui ont été démontrées, puis tout le monde ne s'entend pas sur cette corrélation-là. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que certaines personnes vont utiliser les substances comme une automédication et à ce titre-là, il pourrait, cet adolescent-là, par exemple, s'il y a eu un traitement d'antidépresseur, puis aujourd'hui, il ne l'a plus, puis il retrouve des sentiments dépressifs, puis il veut ne pas vivre ces sentiments dépressifs-là, il pourrait décider de se retourner vers la médication ou se tourner vers une substance légale ou illégale pour amoindrir les symptômes définitivement. Mais est-ce que ça le place plus à risque? Pas nécessairement. Vous avez vu tantôt, hein, c'est dans les facteurs de risque, mais ce n'est pas un lien direct qu'on peut faire, non. Merci. J'ai une question dans le clavardage, Myriam. Oui. Quels sont les professionnels qui peuvent accompagner les dépendants? Ben, il y a plusieurs professionnels qui peuvent accompagner les personnes dépendantes. Puis, il y a différents types de professionnels. Fait qu'évidemment, d'un point de vue médical, là, les médecins peuvent accompagner les personnes qui ont une dépendance parce qu'on peut traiter la dépendance avec des substances substituts, donc dépendamment de ce que la personne consommait. Avec les dépresseurs, là, on a beaucoup, vous le savez, là, avec les opiacés, on peut avoir des substances prescrites substituts qui fait qu'on est capable de contrôler les choses. Avec l'alcool aussi, on est capable de faire ça. Évidemment, ça, c'est un point de vue médical, biologique. Puis souvent, ce qu'on va le faire, on va les utiliser dans une période qu'on va appeler de sevrage, de désintoxication. Vous savez, il y a des gens, c'est reconnu dans la littérature, il y a des gens qui vont décider un matin qu'ils arrêtent de consommer, ils vont arrêter par eux-mêmes sans aucune aide professionnelle, puis ça va se passer. Il y a d'autres personnes, par contre, qui vont avoir besoin de faire certains cheminements, donc par exemple au plan psychologique, vont être obligés de consulter pour essayer de comprendre pourquoi ils consomment, puis peut-être essayer de régler la cause de la consommation aussi. Je pense aussi qu'il y a des gens qui, tantôt vous avez vu dans les facteurs de risque, là, il y a des facteurs qui sont environnementaux, il y a des facteurs, donc des fois, on peut faire un changement au point de vue environnemental et puis ça peut affecter, donc je pense à des travailleurs sociaux, je pense qui peuvent agir sur l'environnement des gens aussi. Donc, il y a différentes cibles pour l'intervention. Puis moi, je vous invite à pas juste voir parce que souvent, les gens définissent comme pour qu'on pense qu'un traitement est réussi en dépendance, il ne faut plus qu'il y ait de consommation, il faut qu'il y ait de l'abstinence totale. Moi, je vous invite à penser d'une façon de plus de réduction de méfaits, de dire des fois, la consommation peut rester, peut-être diminuer, peut rester, mais on a enlevé certaines conséquences négatives ou risques autour de la personne, puis c'est tout à fait acceptable comme mode de vie. Donc, il faut ouvrir un peu nos horizons aussi quand on travaille en dépendance, évidemment, parce que toutes les personnes n'arrivent
pas en disant je veux complètement arrêter. Puis si c'est le seul service qu'on offre à ces personnes-là, bien, ils risquent de ne pas venir dans nos services, ils risquent de quitter, en fait, puis de ne pas consulter. Alors, il faut partir vraiment, je le disais, partir des besoins des personnes, puis voir, bien, est-ce que j'ai un besoin physique? Bien, à ce moment-là, je vais le référer vers des services physiques. Est-ce que c'est un besoin plus psychologique, d'être entendu, d'être écouté, de travailler sur soi? Est-ce que c'est un besoin environnemental? Et à identifier les besoins, bien, je pense qu'on va être capable d'orienter vers le bon professionnel.